Imagine un étang paisible à l'aube, le genre devant lequel tu es passé 100 fois sans jamais t'arrêter. L'eau est parfaitement immobile. La surface est verte, entièrement verte, couverte par quelque chose de si minuscule que tes yeux le remarquent à peine. Cela semble ordinaire, presque insignifiant. Maintenant, fige cette image et avance de 48 heures. Le même étang n'a plus la même apparence. La couche verte a doublé. Chaque petite tache s'est multipliée en deux. 48 heures de plus s'écoulent, et cela se reproduit. Encore et encore. La croissance est implacable, presque troublante, comme si la nature elle-même accélérait au-delà de toute raison. Ce n'est pas de l'algue, ce n'est pas la boue inutile des étangs qu'on t'a appris à ignorer. C'est la source de protéines à la croissance la plus rapide jamais découverte sur Terre. Et pendant plus de 60 ans, de puissantes industries ont discrètement veillé à ce que la plupart des gens n'apprennent jamais son nom. Dans un laboratoire en Israël, en 2018, des chercheurs ont mené un essai clinique qui aurait dû transformer la nutrition mondiale du jour au lendemain. Ils ont comparé 3 sources de protéines que la plupart des gens considèrent normales et sûres. Le fromage à pâte molle, les petits pois, et une plante mystérieuse que presque aucun des participants n'avait jamais vue auparavant. 36 hommes en bonne santé ont reçu des portions identiques, chacune contenant 30 grammes de protéines. Au cours des 3 heures suivantes, les scientifiques ont prélevé des échantillons de sang à plusieurs reprises, observant attentivement. Ce qu'ils ont vu a défié les attentes. La plante a surpassé le fromage. Les acides aminés essentiels ont augmenté dans le sang. Les niveaux de vitamine B12 ont dépassé ceux des produits laitiers et des petits pois. La digestibilité a atteint 89%, un chiffre habituellement réservé aux protéines animales. Et à ce moment-là, une question bien plus vaste a émergé discrètement. La plante derrière cette révolution discrète est si petite que l'appeler une plante semble presque trompeur. Son nom est Wolffia globosa, la plus petite plante à fleurs jamais documentée. En Thaïlande, les gens l'appellent Kai Nam, ce qui signifie œuf d'eau, un nom qui reflète à quel point elle a toujours été ordinaire dans la vie locale. Elle flotte doucement sur les étangs et les eaux calmes, récoltée sans cérémonie, consommée sans fascination. Pourtant, dans une grande partie du monde moderne, si elle est connue, elle est rejetée comme lentille d'eau, un mot chargé de dégoût plutôt que de curiosité. Chaque plante individuelle pèse moins qu'un grain de sable. Elle mesure moins d'1 millimètre de large, plus petite qu'une tête d'épingle. Il n'y a pas de racines s'enfonçant dans le sol. Il n'y a pas de feuilles s'étendant vers le soleil, comme on t'a appris que les plantes devaient pousser. C'est simplement un ovale vert microscopique, dérivant librement à la surface de l'eau, absorbant les nutriments directement de son environnement, comme si la biologie elle-même avait décidé d'effacer toute complexité inutile. Sa méthode de reproduction ne fait qu'approfondir le mystère. Toutes les 29 à 48 heures, la plante bourgeonne une version fille d'elle-même. Une devient 2, 2 deviennent 4. Dans des conditions optimales, ce processus simple continue sans interruption, produisant de la biomasse à un rythme qu'aucune culture conventionnelle ne peut approcher. Une fois séchée, la Wolffia globosa peut contenir jusqu'à 45% de protéines en poids. Ce chiffre à lui seul remet en question tout ce que la plupart des gens croient sur l'alimentation. Les graines de soja atteignent environ 36%, le quinoa atteint à peine 14%, le bœuf affiche en moyenne 26%. Pourtant, la voici, flottant inaperçue sur l'eau, les surpassant toutes. Et peut-être la réalisation la plus troublante est celle-ci. Contrairement à la plupart des protéines végétales, rien ne manque. Pendant des décennies, on a enseigné aux gens une règle simple. La protéine végétale est incomplète. Il manque toujours quelque chose. Un acide aminé trop faible, un autre entièrement absent. Cette croyance a façonné les pyramides alimentaires, les manuels scolaires et des industries entières construites autour de l'élevage. C'est devenu le bon sens nutritionnel. Et le bon sens, une fois accepté, est rarement remis en question. Mais en 2018, des recherches publiées dans la revue Clinical Nutrition ont discrètement démantelé cette hypothèse. Les scientifiques ont analysé le profil d'acides aminés de Wolffia globosa avec une précision minutieuse, mesurant non pas ce qu'elle prétendait contenir, mais ce que le corps humain pouvait réellement utiliser. Les résultats étaient dérangeants. La plante contenait les 9 acides aminés essentiels en quantité qui respectait, et dans certains cas dépassait, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Il ne s'agissait pas d'une protéine partielle nécessitant un jumelage prudent avec d'autres aliments.
Elle était complète à elle seule. Le score de qualité des protéines a atteint 89 sur 100, la plaçant dans la même catégorie que les œufs et le lait, des aliments longtemps considérés comme des étalons d'or nutritionnels. Pour une plante flottant librement sur l'eau, cette comparaison seule aurait dû faire la une des journaux mondiaux. Pourtant, presque personne ne l'a remarqué. Peut-être parce qu'accepter cela exigerait d'admettre quelque chose de plus profond, que l'histoire qu'on nous a racontée sur les protéines n'était jamais purement scientifique. Elle était économique. Elle favorisait des systèmes qui exigeaient de la terre, des aliments pour animaux, des engrais et des intrants constants. Wolfia globosa a discrètement ignoré ces règles. Et juste au moment où il semblait que le choc ne pouvait aller plus loin, les chercheurs ont découvert quelque chose dont les manuels de biologie insistent qu'il ne devrait pas exister du tout chez les plantes. Quelque chose qui allait allumer l'un des débats les plus controversés en nutrition moderne. Il y a une règle que presque tout le monde apprend tôt ou tard. Les plantes ne produisent pas de vitamine B12. Seules les bactéries et les archées peuvent la synthétiser. C'est pourquoi la viande, les produits laitiers et les suppléments dominent les conversations sur la carence en B12. C'est pourquoi les végétaliens sont avertis, parfois agressivement, qu'ils doivent se supplémenter ou en subir les conséquences. Cette règle a été répétée si longtemps qu'elle semble absolue. Puis en 2020, des chercheurs ont publié des découvertes qui n'auraient pas dû exister. Ils ont découvert de la vitamine B12 bioactive à l'intérieur de Wolfia globosa, non pas les analogues inactifs parfois détectés dans les algues, mais de la vraie B12 utilisable. Pour éliminer tout doute, ils l'ont confirmé en utilisant la chromatographie liquide et la spectrométrie de masse, les outils les plus rigoureux disponibles pour détecter cette molécule. Il n'y avait plus de place pour le déni ou le rejet. La concentration mesurée était d'environ 2,5 microgrammes pour 100 grammes de matière végétale séchée. Assez pour être significatif, assez pour remettre en question les hypothèses. La question n'était plus de savoir si la B12 était réelle, mais comment elle était possible du tout. La réponse a révélé un élégant partenariat biologique. Wolfia ne fabrique pas elle-même de B12. À l'intérieur de ses tissus vivent des endophytes bactériens capables de produire la vitamine. Grâce à une symbiose naturelle, la plante devient un vecteur, délivrant de la B12 à quiconque la consomme. Lorsque tu manges la plante, tu reçois la vitamine. Alors fais une pause et dresse un bilan. Une plante plus petite qu'un grain de sable qui double tous les 2 jours, produit des protéines complètes et apporte de la vitamine B12. À ce stade, l'incrédulité est raisonnable, mais l'histoire était sur le point de quitter entièrement la Terre. À un certain point, les découvertes cessent d'être intéressantes et deviennent inévitables. C'est à ce moment-là que les institutions conçues pour planifier l'avenir de l'humanité commencent à y prêter attention. Cette plante a atteint ce seuil. Des chercheurs travaillant avec la NASA ont commencé à poser une question qui a entièrement changé l'échelle de la conversation. Si cet organisme pouvait faire ce que les données suggéraient, pourrait-il soutenir la vie humaine au-delà de la Terre ? En 2021, des scientifiques du Conseil national de la recherche d'Italie ont commencé à tester Wolfia globosa dans des conditions de microgravité simulées. L'objectif n'était pas la nouveauté, c'était la survie. Les missions spatiales de longue durée ne peuvent pas compter sur le sol, de vastes terres agricoles ou des cultures à croissance lente. Chaque gramme de nourriture doit justifier son existence. Les résultats, publiés en 2024, ont confirmé ce qui avait autrefois semblé irréaliste. La plante a maintenu sa production de protéines même lorsque la gravité elle-même était altérée. Selon leurs calculs, environ 600 grammes de Wolfia fraîche par jour pourraient satisfaire les besoins quotidiens complets en protéines d'un astronaute adulte. Fais une pause sur ce chiffre. Pas de sol, pas de saison, pas de cycle de croissance de 90 jours, juste de l'eau, de la lumière et des plantes microscopiques doublant discrètement toutes les 48 heures. Lors d'une mission théorique vers Mars, des protéines pourraient être cultivées dans de simples réservoirs d'eau en utilisant des nutriments de déchets recyclés. Pas comme une solution de secours, comme source de nourriture principale. Ce n'était plus une expérience de pensée. Wolfia avait été incorporée dans la recherche sur les systèmes de support de vie biorégénératifs parce qu'elle résolvait des problèmes avec lesquels les ingénieurs avaient lutté pendant des décennies. Quand une plante devient pertinente pour le voyage spatial, elle force une question plus sérieuse sur Terre. Si cela fonctionne là où rien d'autre ne le peut, pourquoi est-elle absente des systèmes qui nourrissent des milliards de personnes aujourd'hui ?
Pour comprendre pourquoi une plante comme Wolffia a pu être ignorée si longtemps, il faut remonter à plus d'un siècle. En 1909, un chimiste allemand nommé Fritz Haber a découvert un moyen de synthétiser l'ammoniac à partir de l'azote et de l'hydrogène. Quelques années plus tard, Carl Bosch a transposé cette découverte à l'échelle industrielle. Ensemble, leurs travaux ont remodelé les fondations de l'agriculture moderne. Avant ce moment, l'agriculture suivait des limites biologiques. Le sol avait besoin de repos. Les légumineuses restauraient l'azote. La rotation des cultures n'était pas une tradition, mais une nécessité. Les agriculteurs comprenaient, souvent intuitivement, que la terre était vivante. Pousse-la trop loin, et elle ripostait. Les rendements augmentaient lentement, bornés par des cycles naturels qu'on ne pouvait pas tricher. Le procédé Haber-Bosch a changé cette relation du jour au lendemain. L'azote pouvait désormais être extrait de l'air et transformé en engrais synthétique sur demande. Les champs n'avaient plus besoin de diversité. Les monocultures devinrent possibles. Les cultures pouvaient être cultivées de manière répétée sur des sols épuisés tant que les intrants chimiques continuaient. La productivité augmenta et avec elle, la dépendance. Au milieu du XXe siècle, l'utilisation d'engrais synthétiques a explosé dans le monde entier. En l'an 2000, les humains fixaient plus d'azote artificiellement que tous les processus terrestres naturels combinés. Une industrie valant des centaines de milliards de dollars a émergé, construite sur la promesse que la chimie pouvait remplacer l'écologie. Mais chaque système crée des angles morts. Le nouveau modèle récompensait les cultures qui avaient besoin d'engrais, les graines qui devaient être rachetées, et les méthodes qui centralisaient le contrôle. Une plante qui poussait sans sol, sans intrants synthétiques et sans propriété ne faisait pas seulement défaut. Elle menaçait la logique qui maintenait toute la structure ensemble. Et c'est là que Wolffia est discrètement devenu un problème. Wolffia ne se contente pas de défier les normes agricoles. Elle les viole. Elle n'a pas besoin de sol. Elle pousse entièrement dans l'eau. Elle ne nécessite pas d'engrais synthétiques, car elle absorbe les nutriments directement de son environnement, y compris l'azote et le phosphore que la plupart des systèmes qualifient de déchets. Ruissellement agricole, eau usée, étangs pollués. Les substances qui coûteraient normalement des millions à traiter chimiquement deviennent du carburant pour la croissance. Des études ont montré que Wolffia peut éliminer jusqu'à 99% de l'azote et 88% de phosphore de l'eau contaminée tout en produisant des protéines comestibles en même temps. La pollution devient nourriture. Peu d'idées sont plus déstabilisantes que celle-là, mais la menace plus profonde n'est pas environnementale. Elle est structurelle. Wolffia se reproduit par simple division cellulaire. Il n'y a pas de graines à acheter, pas de saison de plantation, pas de génétique brevetée, verrouillée par des contrats. Tu n'as pas besoin de la permission d'une entreprise de semences pour la cultiver. Une plante microscopique dans un récipient d'eau suffit. 48 heures plus tard, tu en as 2. 4 jours plus tard, 4. Une semaine plus tard, 8. Une croissance qui ne demande pas qui la possède. Certaines espèces du genre doublent encore plus vite. Wolffia microscopica peut se reproduire toutes les 29 heures dans des conditions optimales, ce qui en fait la plante à fleurs à la croissance la plus rapide jamais enregistrée. Le calcul devient vite troublant. 1 devient 2. 2 deviennent 4. Au 30e jour, les chiffres passent à des millions. Au 60e jour, ils dépassent l'entendement. C'est une croissance exponentielle sans gardien. Pour quiconque tente de contrôler la production alimentaire, c'est terrifiant. Tu ne peux pas breveter la reproduction elle-même. Tu ne peux pas imposer la rareté à une plante qui se multiplie librement. Tu ne peux pas créer de dépendance autour de quelque chose qui ne demande rien en retour. Pas d'achats annuels, pas d'engrais, pas de pesticides, pas de système propriétaire. Imagine les implications. Des seaux sur les toits des villes bondées, des étangs dans les villages ruraux, des réservoirs d'eau dans les camps de réfugiés, une production de protéines qui existe entièrement en dehors de l'infrastructure centralisée, en dehors des chaînes d'approvisionnement, en dehors des marges bénéficiaires, une nourriture qui ne parcourt pas des milliers de kilomètres et ne nécessite pas de permission pour exister. Ce n'est pas seulement une culture alternative, c'est une relation fondamentalement différente entre les humains et la nourriture. Et les systèmes basés sur le contrôle, la dépendance et les transactions récurrentes ne survivent pas silencieusement à ce genre de changement, ce qui soulève une question inconfortable. Si Wolffia n'a jamais été interdite, comment a-t-elle exactement disparu de la conversation ?
La suppression de Wolfia n'a jamais été spectaculaire. Aucune loi n'a été adoptée contre elle. Aucune interdiction officielle n'a été annoncée. Au lieu de cela, elle a disparu par omission. Les systèmes qui décident ce qui est recherché, financé, enseigné et cultivé ont tous discrètement pointé dans la même direction. La monoculture dépendante des produits chimiques. Lorsque les agriculteurs posèrent des questions sur les sources de protéines alternatives, les services de vulgarisation recommandaient le soja, des cultures qui nécessitaient des engrais. Lorsque les gouvernements investissaient dans la recherche agricole, les fonds affluaient vers des institutions ayant des liens profonds avec des entreprises chimiques. L'absence de Wolfia n'était pas accidentelle, elle était structurelle. Les universités ont sélectionné des plantes qui correspondaient au modèle industriel. Les entreprises de semences prospéraient grâce aux achats annuels. Les programmes de subvention récompensaient l'échelle et l'uniformité. Une plante qui poussait librement, se reproduisait à l'infini, et ignorer le sol n'avait tout simplement pas sa place dans cette architecture. Elle a donc été omise des manuels scolaires, des discussions politiques, de l'imagination publique. Pourtant, dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, la plante n'a jamais disparu. En Thaïlande, au Laos et au Myanmar, les gens consomment Wolfia globosa depuis des siècles. Connue localement sous le nom d'œuf d'eau, elle est récoltée dans les étangs, ajoutée aux soupes, jetée dans des repas simples. Elle n'est pas exotique. Elle n'est pas révolutionnaire. C'est de la nourriture, ordinaire, familière, sans particularité. Et c'est peut-être pourquoi il était si facile de l'ignorer ailleurs. En Occident, une histoire différente s'est installée. La lentille d'eau est devenue synonyme d'eau stagnante, de négligence et de décomposition. Les protéines, on l'enseignait, provenaient de la viande, des produits laitiers ou, au mieux, du soja. Jamais de l'eau d'étang, jamais de quelque chose qui poussait sans contrôle humain, jamais de quelque chose de gratuit. Le conditionnement culturel a fait le reste. Dans les années 1960, la NASA a brièvement expérimenté des espèces de lentilles d'eau pour des missions spatiales. Mais ils ont testé le mauvais genre. Les espèces de lemna produisent de l'acide oxalique, qui peut contribuer à la formation de calculs rénaux. La recherche a été interrompue. Le récit s'est solidifié. La NASA a essayé la lentille d'eau et cela a échoué. Ce qui n'a jamais été mentionné, c'est que les espèces de Wolfia ne produisent pas d'acide oxalique. Un seul raccourci scientifique a façonné des décennies de perception. Puis, en 2018, une entreprise israélienne a commencé à cultiver Wolfia globosa à grande échelle. Des études évaluées par des pairs ont suivi. Des essais cliniques ont confirmé la biodisponibilité. La science était incontestable. Mais renverser 60 ans d'habitudes, de croyances et d'infrastructures nécessiterait plus que des données. Pourtant, quelque chose avait commencé à changer. Voici la vérité que peu de systèmes sont conçus pour admettre. L'industrie des engrais chimiques ne tire aucun profit lorsque les protéines poussent librement dans un seau d'eau. Les entreprises de semences ne bénéficient pas lorsque la reproduction ne peut être appropriée. Les conglomérats agricoles ne survivent pas lorsque la production alimentaire devient décentralisée, locale et indépendante. Les systèmes alimentaires modernes ne sont pas conçus autour de la seule nourriture. Ils sont conçus autour du contrôle, de la dépendance et des transactions récurrentes. Wolfia globosa brise toutes ces hypothèses en même temps. Elle pousse sans sol. Elle pousse sans produits chimiques de synthèse. Elle se reproduit sans graines et sans permission. Elle double toutes les 48 heures. Elle produit des protéines complètes et apporte de la vitamine B12. Elle prospère dans les eaux usées et les étangs pollués, nettoyant ce qui serait autrement traité comme un passif. Dans des conditions optimales, elle peut générer jusqu'à 100 tonnes de protéines sèches par hectare et par an, près de 30 fois plus vite que les cultures conventionnelles. Pendant des décennies, les personnes qui décident ce qui est financé, ce qui est étiqueté comme aliment et ce qui arrive dans ton assiette avaient toutes les raisons de maintenir cette plante invisible. Mais le monde a changé. L'instabilité climatique met à rude épreuve l'agriculture traditionnelle. Les terres arables se réduisent. La pénurie d'eau s'intensifie. Des systèmes qui semblaient autrefois permanents commencent à se fracturer. Dans ce contexte, des alternatives autrefois considérées comme irréalistes semblent soudainement nécessaires. En 2021, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a officiellement approuvé Wolfia globosa comme nouvel aliment. En 2024, des recherches évaluées par des pairs ont confirmé sa viabilité pour l'agriculture spatiale.
Ce qui était autrefois rejeté comme de la boue des temps a commencé à réintégrer la conversation, non pas comme une curiosité, mais comme une solution. Aujourd'hui, n'importe qui peut y accéder. Des formes cultivées sont vendues commercialement, des cultures vivantes sont disponibles auprès des fournisseurs d'aquariums. Avec une seule plante microscopique, de l'eau et de la lumière, la production de protéines devient personnelle. En théorie, une plante pourrait se multiplier en plus de protéines qu'un seul ménage ne pourrait en consommer au cours d'une vie. Non pas grâce à la technologie, mais parce que la nature a déjà résolu le problème. C'est ce qu'ils n'ont jamais voulu que tu comprennes. La source de protéines la plus efficace sur Terre n'a pas besoin de leur système. Elle ne nécessite pas leurs intrants. Elle ne dépend pas de leur approbation. Elle flotte tranquillement sur les étangs bien avant que l'agriculture n'existe. Alors la question n'est plus de savoir si cette plante fonctionne. La question est ce que tu crois. Crois-tu que les solutions doivent venir d'un pouvoir centralisé, ou peuvent-elles exister librement, attendant d'être remarquées? Crois-tu que le progrès n'arrive que par le contrôle, ou peut-il émerger par la confiance dans la conception naturelle? Et face à une vérité qui remet en question tout ce qui t'a été enseigné, la rejettes-tu, ou la laisses-tu te transformer? Je t'invite à partager tes réflexions dans les commentaires. Pas seulement sur Wolfia, mais sur la foi dans les systèmes, la foi dans la science, et la foi en notre responsabilité de remettre en question ce qu'on nous dit. Où te situes-tu lorsque les preuves remettent en question les croyances? Et qu'est-ce que cela dit de l'avenir que nous choisissons de construire ensemble?